Je vous promets, Leslie et moi, on ne s'est pas consulté, mais on a des échos et en fait, je le cite aussi, donc ce n'était pas prévu. Alors voilà, le titre de ma présentation est long. Il aurait pu être encore plus long, mais je vous ai épargné. Ce à quoi je vais réfléchir avec vous ne sont en fait pas seulement les racines des études noires Black Studies montréalaises, mais aussi d'autres éléments qui participent depuis longtemps à forger un écosystème informationnel et intellectuel d'études noires Black Studies dans la ville. Je vais donc vous parler de racines, de nœuds et de rhizomes, mais si j'avais mis ça au titre, je vous aurais perdu même avant que vous le lisiez, on est d'accord? Alors, évidemment, les rhizomes font écho aux rhizomes d'Édouard Glissant. Mais je suis aussi fille d'agronome paysan. Je crois foncièrement que les métaphores biologiques sont utiles pour visualiser certains éléments sociaux, leurs fonctions et les relations dans lesquelles ils s'inscrivent. Je dois dire que j'ai souri aussi hier en entendant Stéphane Martelly parler d'écologie de pensée et Rose ce matin faire aussi écho aux rhizomes. Donc, on est quand même dans la thématique, hein. Alors, puisant dans ces métaphores, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de poser brièvement la nécessité d'une approche écosystémique pour comprendre le passé, aborder le présent et surtout imaginer le futur des Black Studies études noires dans le contexte du Québec. Ensuite, je me pencherai plus en détail sur certaines modalités de compilation, production et circulation de connaissances dans cet écosystème. Les racines, nœuds et rhizomes. Alors, souvent utilisée dans le contexte informationnel, la métaphore d'écosystème nous permet en fait de penser la relation entre une unité spatiale, certains éléments clés qui s'y trouvent, qui sont interreliés et qui produisent ensemble à travers ces interrelations, ce qui donne vie à l'écosystème. Dans notre cas, la production qui nous intéresse est la production intellectuelle noire, plutôt progressive, libératrice, par des personnes et institutions différentes à travers des modalités variées dans le temps et dans l'espace. Espace qui articule les plus petites échelles de l'intérieur de la ville, donc les quartiers en fait où nous vivons, à de plus grandes échelles, les espaces afrodiasporiques, transnationaux évidemment. Je reconnais que certains de nos espaces sont très conservateurs et ce n'est pas toute production de connaissances par nos communautés qui est libératrice. Ce n'est pas sur cet écosystème que je me penche. Alors, depuis le début du XXe siècle, les espaces communautaires et militants afro-montréalais sont d'importants lieux d'échange et de production intellectuelle. Alors que nous sommes ici aujourd'hui, il faut reconnaître que l'université n'est qu'un petit point dans un écosystème plus large et que nous nous inscrivons en fait dans une temporalité beaucoup plus longue. Par exemple, dans sa thèse doctorale sur le chapitre montréalais du Universal Negro Improvement Association, localisé à la Petite-Bourgogne, le Dr. Leo Bertley notait que certaines activités éducatives ou de conférences de l'organisation durant les années 20 et 30 déjà seraient maintenant qualifiées de Black Studies. En 70 et 71, un groupe d'étudiants essaye tant bien que mal d'instaurer un programme de Black Studies au Negro Community Center pour les plus jeunes. À la Maison d'Haïti, à Saint-Michel, quelques années plus tard, Nouguin Pays-Tout est mis en place pour transmettre l'histoire d'Haïti et une conscience politique et historique aux jeunes adolescents et adolescentes. Ceci est sans compter les multiples conférences communautaires où on retrouve des figures locales comme internationales, telles Walter Rodney au Black Community Center de Notre-Dame-de-Grâce en mai 75 ou Stokely Carmichael au même endroit en 76. Alors, évidemment, c'est une liste, mais c'était juste pour vous donner un peu l'idée, c'est de construire cette continuité d'événements. Ceux-ci sont vraiment quelques exemples parmi tant d'autres qui illustrent certains lieux, événements, acteurs et actrices de l'écosystème. J'aurais pu faire ma présentation aujourd'hui entièrement sur ceux-ci, mais ce n'est pas mon propos. Une approche écosystémique nous force cependant à reconnaître cette variété d'éléments et nous pousse à réfléchir à nos positions en relation avec l'écosystème passé, présent et évidemment futur. Une approche écosystémique nous force aussi à reconnaître que les études noires Black Studies se sont compilées, réfléchies, écrites, débattues, théorisées et transmises de manière diverse, de la Petite-Bourgogne à Saint-Michel, en passant par Côte-des-Neiges, mon propos d'aujourd'hui. Alors, la force des rhizomes réside dans leur rôle dans la propagation des plantes. C'est là qu'interviennent les racines et les nœuds. Les racines sont ce qui soutiennent et alimentent les rhizomes. Les nœuds sont des espaces d'activité cellulaire intensive où s'articulent et se génèrent racines et rhizomes. Les rhizomes répandent, amplifient et développent les plantes, ce de manière souterraine mais aussi hors terre. Ce n'est pas pour rien que Glissant utilise la métaphore. Les rhizomes sont puissants. En lien avec la connaissance, les racines sont donc l'infrastructure qui soutient toute production de connaissances.
Les nœuds sont des points d'articulation et de production, alors que les rhizomes propagent à la vue de tous, mais aussi parfois de manière moins visible, ces connaissances qui font les études noires Black Studies. En survolant des exemples de la décade des années 70, j'illustrerai certaines modalités d'infrastructure de connaissances, les racines, de production de connaissances, les nœuds, et de propagation de connaissances, les rhizomes. Cette décade est particulièrement riche dans le milieu intellectuel afro-montréalais, autant du côté francophone qu'anglophone, nous offrant en fait une belle opportunité de cartographier un écosystème informationnel. Alors, chaque champ intellectuel, aussi varié soit-il, se construit sur une base d'informations et de sources. Dans le cadre des États-Unis, Laura Helton observe que « The practice of Black study depends on access to a repository, whether a library, a collection of record albums, or a bootleg photocopy of a text passed down from reader to reader. » La compilation et l'organisation de connaissances qui ont nourri les études noires Black Studies montréalaises se sont traduites notamment à travers les bibliothèques communautaires ainsi que le travail bibliographique réalisé par plusieurs. Dès les années 20 et 30, la UNIA et la Union United Church compilent des collections de livres afrocentrés. Mais c'est en 1969 qu'une première bibliothèque de Black Studies est explicitement articulée. Elle est imaginée et initiée par Stanley Clark, directeur du NCC à ce moment-là, quelques mois avant son décès inattendu. Ayant reçu un don de $1000 qu'il pouvait attribuer à ce qu'il voulait, je cite, « Mr. Clark directed this fund toward cultural enrichment through a Black Studies library ». C'est explicite. La bibliothèque est inaugurée quelques mois après sa mort en 1970 et développée durant les années qui suivent par un comité sous la direction de la bibliothécaire Florence Davidson. Davidson monte alors une bibliothèque compilant un éventail d'auteurs et d'autrices noires et d'ouvrages sur les communautés noires de l'Atlantique, en fait, tout autour de l'Atlantique. Elle constitue une collection bilingue et multithématique qui se traduit aussi en plusieurs formats. Livres, dossiers compilés, journaux, enregistrements audio, y compris enregistrements d'histoire orale, films et beaucoup plus. La collection est pour tous les membres de sa communauté, autant les enfants que les étudiants et étudiantes universitaires, et ceux et celles qui, selon elle, et elle l'écrit dans des documents administratifs, ne sont pas nécessairement intéressés par les écrits, mais peuvent être rejoints par d'autres formats. Cette vision qu'elle a pour la bibliothèque crée un répertoire de connaissances afrocentrées qui tient compte de plusieurs formes de littératie et de sources de connaissances nécessaires au projet plus large de soutenir une conscience collective noire. To expand and develop Black awareness est un des objectifs de la bibliothèque. Quelques années plus tard, le Black Studies Center est mis sur pied et développe aussi une bibliothèque de référence, alors que Dr. Hens Gresso et Jessie Chancy-Maniga, à la Maison d'Haïti, imaginent tout un centre de documentation pour appuyer le projet de l'institution. Le centre n'est malheureusement jamais réalisé, mais ces quelques exemples illustrent ce besoin de créer des répertoires de connaissances pour une autonomie intellectuelle, culturelle et politique. Si je mets l'emphase sur les bibliothèques communautaires, il me faut tout de même aussi noter l'importance des bibliothèques privées des intellectuels qui réfléchissent les études noires Black Studies à Montréal. Des gens comme Franklin Harvey, Roy States, dont les archives sont respectivement à Concordia et McGill, montent en fait leur propre infrastructure de connaissances nécessaires à leur production de connaissances. Ces collections privées doivent être aussi comprises comme faisant partie des racines. Alors, le professeur en sciences de l'information et en Black Studies, Abdul Al-Kalimat, observe que the intellectual foundation of every field of study is based on its bibliography. It is a format to inventory knowledge of record. It creates public knowledge because the bibliography can aggregate well-known texts with other less known. Compiler des listes de lecture, des listes bibliographiques, même si elles sont très courtes, est aussi une pratique qui participe à la création d'une infrastructure de connaissances. La bibliographie trace une généalogie intellectuelle. Et en fait, mon collègue de panel, Leslie Capotouré, m'a dit il y a quelques années une phrase que je répète souvent qui est « En fait, la bataille se trouve aussi dans la bibliographie ». Citation à répéter. Alors, la bibliographie, ça a l'air simple, mais en fait, ça demande de, chercher des textes pertinents, pas toujours facile à trouver dans le cadre des études noires à cette époque des années 70, pré-Internet, je vous rappelle. Donc, il faut fouiller, il faut chercher. Ça demande de les organiser intellectuellement, c'est-à-dire de créer des liens dans un corpus, et donc de créer un corpus, et de les compiler en liste pour pouvoir transmettre celles-ci. Donc, il y a toujours cette idée de transmission.
Des listes de lecture peuvent être trouvées dans les différentes bibliothèques communautaires, dont celles que j'ai mentionnées, mais certaines circulent aussi dans les publications communautaires, comme l'Afrocan du NCC, où on retrouve périodiquement des listes de lecture pour le grand public. Les collectifs militants les montent aussi, illustrant ce travail bibliographique. Alors, une partie des racines des Black Studies études noires se trouve donc dans ces généalogies intellectuelles compilées par ceux et celles qui essayent de construire des répertoires participant à un projet politique et communautaire plus large. Les nœuds. Un élément essentiel de production de connaissances dans tout champ d'études est la recherche. Et le milieu universitaire est loin d'en être le seul producteur. Une analyse très sommaire d'études et de recherches par les membres des communautés noires des années 70 démontre un champ d'investigation sur le travail communautaire lui-même, à travers les recherches communautaires et universitaires. Ça rejoint un peu cette idée de développer un Black-centric, not social work, but community organizing approach, qui était très clairement articulé dans les recherches communautaires en 70. Alors, clin d'œil à la thématique du panel, plusieurs organismes à cette époque réalisent des études pour essayer de cerner les besoins et profils de communautés en pleine expansion, autant en chiffres que géographiquement. Ces études dressent des portraits, mais tentent aussi d'esquisser des pratiques novatrices pour le mieux-être collectif. On parle de recherche pour explorer des pistes de changement concrets pour nos communautés. C'est l'époque de la mise en place de plusieurs organismes et collectifs communautaires. Par exemple, un des rapports de recherche importants de l'époque est celui de l'organisateur communautaire Carl Whitaker en 1972. Ce rapport est à la base de la création des Black Community Associations, dont une à Côte-des-Neiges, à NDG et plus, qui sont les associations satellites du NCC en fait. Certaines existent encore. L'ancrage théorique et politique de Whitaker est sans équivoque. Son approche est ancrée dans une analyse de pouvoir qui sous-tend les relations raciales et racistes. Il analyse l'impact du racisme institutionnel et social et articule une solution pour la création d'espaces noirs, autonomes, politisés et progressifs. Son analyse est limitée sur certains points, mais comme toute recherche. Mais Whitaker produit tout de même un rapport qui s'inscrit dans une optique de Black Studies de son époque. Au NCC, plusieurs autres petites études sont produites par Emily Clegg, par exemple. Quoique moins explicitement militante dans ses propos que Whitaker, Clegg porte une attention aux nuances, et vraiment, quand je dis une attention fine, ses travaux sont très, très fins, aux nuances des profils de sa communauté pour imaginer des solutions communautaires réellement ancrées. Dans un document interne, elle fait même une critique très juste de l'article d'un universitaire noir connu de la ville que je ne nommerai pas pour son manque de compréhension des multiples réalités noires montréalaises qu'elle impute en fait à son manque d'implication communautaire profonde. She's about work, vraiment. C'est le travail communautaire pour changer la réalité de nos communautés. À la Maison d'Haïti, on retrouve plusieurs traces d'études, dont une enquête sur les modalités de connaissances mathématiques des femmes marchandes haïtiennes non alphabétisées. Je répète, une enquête sur les modalités de connaissances mathématiques des femmes marchandes haïtiennes non alphabétisées. L'étude pose le fait de littératie noire hors du cadre normatif eurocentré et participe au développement des programmes pour femmes et d'alphabétisation de l'institution. Alors, dans les archives communautaires, il existe donc des traces d'enquêtes menées ou parfois juste envisagées, mais qui nous permettent de cerner une réelle pratique. Les archives universitaires, quant à elles, possèdent quelques thèses de maîtrise et de doctorat, souvent réalisées par des acteurs et actrices noirs activement impliqués au milieu communautaire et militant. Par exemple, Charles Dehout-Tardieu, un des fondateurs de la Maison d'Haïti, a réalisé ici même un doctorat sur l'éducation en Haïti. Son analyse de l'importance de l'oralité comme mode d'éducation, ainsi que d'autres modalités de transmission de connaissances et d'apprentissage, réfute une approche des théories de l'éducation et de l'apprentissage basée sur un cadre eurocentré, encore une fois. Certaines de ces idées émergent clairement de son militantisme et se traduisent en retour à travers des programmes éducatifs qu'il développe. Les thèses d'Adeline Chancey, de Leo Bertley, June Bertley sont d'autres exemples. Une analyse plus poussée des bases de données universitaires permettrait en fait de mieux cerner ce bassin de connaissances qui existe déjà. Alors, note de bas de page, certaines de ces thèses sont des incontournables du répertoire bibliographique d'études noires Black Studies québécoises. Par exemple, la thèse de Dr. Dorothy Williams sur les publications noires en série au Québec est un incontournable. Et en fait, une de ces annexes est elle-même une bibliographie. Donc, on parle là de généalogie intellectuelle qui crée d'autres généalogies intellectuelles. Vues ensemble, ces recherches, qu'elles soient communautaires ou universitaires, démontrent en fait d'une activité intellectuelle collective et elles attestent d'un champ d'études qui existe déjà.
Alors finalement, les rhizomes. Les champs intellectuels se propagent par la transmission, l'appropriation, la réfutation et l'adaptation des idées. Une fois que la connaissance est produite, elle doit évidemment circuler, être débattue, théorisée et transformée. La propagation se fait de manière plus ou moins visible. Je vous répète, les rhizomes se répandent sur et sous la terre. En termes de transmission de connaissances, les conférences ont joué un rôle important comme lieu de débat et de circulation, alors que la théorisation par plusieurs des personnes que j'ai nommées permet une expansion de leurs idées à travers des tentatives d'application concrète de celles-ci. Alors, les années 70 sont les années des conférences. Plusieurs sont organisées par des groupes communautaires et étudiants et étudiantes qui rassemblent divers invités. J'en note deux parmi d'autres. En 1974, à Dawson, se tient la conférence Focus on Education and Liberation, organisée par les associations étudiantes noires de Dawson, Sir George Williams University et McGill University, qui se mettent ensemble pour réfléchir au rôle de l'éducation dans la libération, en fait. Films et expositions sont au programme, aux côtés de présentations plus formelles. On a là une approche multidisciplinaire, base des Black Studies. Un des invités internationaux est d'ailleurs Abdullah Al-Kalimat, que j'ai cité plus tôt, figure de proue des Black Studies états-uniennes. 2 ans plus tard, le Black Studies Symposium, Preparing a Black Curriculum, prend place à Dawson. Ceux et celles qui organisent le symposium, Brenda Paris est clé dans l'histoire, tentent d'articuler un projet de Black Studies pour les écoles québécoises secondaires et universitaires. Donc, on sort même du cadre universitaire. Au symposium, qui lui aussi rassemble une variété de gens de plusieurs disciplines et est interinstitutionnel, les universitaires sont au même rang que les intellectuels organiques, étudiants, étudiantes, organisateurs, organisatrices communautaires et artistes. Comme on le vit ici maintenant, les conférences ramènent à l'oralité comme mode de transmission, mais permettent aussi l'ouverture d'espaces collectifs. L'oralité propage, rhizome 1. La théorisation, quant à elle, se fait de multiples façons, mais dans leurs rapports de recherche, tout comme dans leur documentation administrative, plusieurs théorisent leur approche. Ils et elles réfléchissent pour participer activement à la vie collective noire. Leurs théories se propagent par leur tentative de les mettre en action. Par exemple, Whitaker articule explicitement une théorie de l'organisation communautaire qui sous-tend sa proposition des Black Community Associations. Il écrit: The model proposed for the theoretical purposes may be called the pendulum approach. This descriptive term was used simply as a means of defining the direction of movement in initiation and subsequently in coordination. Sa théorie du pendulum décrit en fait la relation du NCC aux organisations satellites, ainsi que l'amplification de l'impact de ce consortium d'organisations noires à travers la ville. À travers ses écrits administratifs, Florence Davidson articule une approche de bibliothéconomie communautaire noire afrocentrée. Suite à leurs différents projets d'études, les femmes de la Maison d'Haïti proposent une approche théorique et pratique de l'alphabétisation des immigrants et immigrantes. On retrouve aussi certaines articulations théoriques du militantisme dans les pages d'un journal du Black Action Party. La théorisation émergeant de nos généalogies intellectuelles variées et son application pratique amplifie. Rhizome numéro 2. Les études noires Black Studies se développent donc au fil du temps, à rythme très varié, parfois doucement, parfois de façon accélérée, parce que les connaissances circulent. Elles remontent à la surface à certains moments, mais ne cessent pas d'exister et de se répandre, même lorsqu'elles sont sous terre. Là se trouve la force des rhizomes. Alors, pour conclure, maintenant que les universités de Montréal, Concordia et McGill se penchent sur les possibilités de nouveaux programmes en études Black Studies, il est important d'honorer le travail intellectuel et informationnel réalisé depuis plus d'un siècle par les communautés noires de la ville. Et ça pourrait être plus. Appréhender ce travail à travers une approche écosystémique est une manière d'apprendre d'un projet intellectuel ancré dans une histoire plurielle, multilingue, multicommunautaire, qui s'est historiquement articulée dans plusieurs lieux et à travers diverses modalités. Il est aussi important de se rappeler que l'institutionnalisation vient avec des risques et des dangers très clairs. La professionnalisation de tout champ de réflexion tend à effacer certaines personnes et leur travail intellectuel. Tous les rhizomes ne sont pas facilement visibles. Il faut s'assurer de ne pas les invisibiliser encore plus.
s'assurer que le travail de ceux et celles d'ici et d'ailleurs qui ont pensé Montréal et qui ont utilisé Montréal pour penser ailleurs soit inscrit dans un corpus informationnel ancré, qui est en partie là, mais qui est aussi à créer. L'institutionnalisation peut aussi être mortifère. Je ne cesse d'être un peu cynique face à l'ironie du fait que le fonds d'archives du Black Studies Center est dans les collections spéciales de Concordia, où les étudiants réclament un programme depuis 50 ans. Alors, soyons clairs, la chute de l'organisation est plutôt due à un contexte et des tensions intracommunautaires, mais reste que ce fonds d'archives et celui ici du Centre de recherche Caraïbes nous rappellent clairement que l'institutionnalisation ne signifie pas continuité dans le temps. On l'a vu un petit peu plus tôt aussi dans la présentation de Zaka ce matin, dans le contexte martiniquais. Pas que cela doit nous empêcher d'institutionnaliser, mais il faut le faire en reconnaissant plutôt que toute institutionnalisation, qu'elle soit universitaire ou communautaire, a un cycle de vie et surtout des limites très claires. Parfois, ces limites sont de faire disparaître le projet libérateur qui était à la genèse du projet aussi. Alors finalement, et là, Leslie H., comme le note Michel Trouillot, anthropologue et historien haïtien, que je cite presque à chaque fois que je présente. Vous savez ma généalogie intellectuelle maintenant, n'est-ce pas? Les disciplines académiques disciplinent la connaissance. Et ce n'est pas pour rien que je répète cette phrase de Trouillot quand je présente. Or, les études noires Black Studies doivent rester indisciplinées, indisciplinables et indisciplinantes. Le champ montréalais et québécois doit aussi honorer son contexte, sa complexité et son histoire, tout en s'inscrivant dans un espace intellectuel afro-diasporique duquel nous faisons déjà partie. Il ne faut pas essayer d'être Toronto ou Halifax ou Philadelphie ou New York. Il faut être Montréal avec toutes les tensions communautaires et politiques qui nous habitent et dans tout notre franglais créolo-patois plus. Si nous disciplinons de manière rigide ce que les études noires Black Studies québécoises doivent être, nous perdons de vue et nous faillons à la raison d'être même du projet intellectuel et politique qui a toujours été d'imaginer d'autres mondes et surtout d'autres formes d'autonomie et de liberté. Un projet intellectuel qui n'a jamais appartenu à ceux et celles, et qui n'a jamais, un projet intellectuel qui n'a jamais appartenu seulement à ceux et celles qui savent lire et écrire. Merci.